Le 11 mai, on ne va pas évidemment avoir tous les élèves qui vont arriver et entrer en classe comme si on reprenait les choses normalement. Ce n'est absolument pas cela qui va se passer, c'est même d'une certaine façon l'inverse, c'est-à-dire une modalité complètement originale avec en plus une entrée très progressive des élèves. Nous ferions rentrer à partir de la semaine du 11 mai, et en réalité ce ne serait pas le 11 mai lui-même puisqu'il y aurait une pré-rentrée des professeurs de l'école primaire, mais au cours des jours suivants, nous ferions rentrer les classes de grande section, de CP et de CM2. Ensuite, on aurait l'enseignement secondaire en semaine 2, c'est-à-dire la semaine qui commence le 18 mai, avec les collèges pour lesquels ce serait la classe de 6e et la classe de 3e, puis ainsi que le lycée, la classe de première et la classe de terminale, et enfin le lycée professionnel pour lesquels on commencerait par les ateliers industriels. Et enfin, en semaine 3, le 25 mai, eh bien, l'ensemble des classes pourrait rentrer, mais le système serait organisé pour que ce soit toujours des groupes de pas plus de 15 élèves. S'agissant des élèves, l'idée actuellement est d'abord qu'il y a un impératif catégorique qui est lié à la doctrine sanitaire dont je parlerai ensuite, qui est qu'on travaille par petits groupes. Nous définirons quel est le plafond de ces petits groupes. Il sera peut-être différent pour l'école primaire et pour l'enseignement secondaire, mais ce plafond pourrait être par exemple de 15 élèves. Il n'y aurait donc pas une seule classe qui aurait plus de 15 élèves pendant cette période. Pour y arriver, l'élève est dans 4 situations possibles. Soit il est en demi-groupe en présence, donc le cas de figure que j'ai décrit, soit il est à distance, donc en tirant tous les enseignements de la période actuelle pour certains élèves qui seront rentrés chez eux, et soit, en troisième lieu, il est à l'étude, si la configuration de l'établissement le permet, là aussi avec pas plus de 15 élèves. Quatrièmement, nous proposerons de manière facultative, mais à toutes les communes, d'avoir des activités sportives à côté de l'établissement. Ça peut être dans un gymnase, ça peut être dans un parc. Après la doctrine d'accueil, c'est la doctrine sanitaire. Elle est absolument fondamentale. Il y a évidemment un premier élément que j'ai déjà abordé par le point précédent, c'est-à-dire la taille des groupes. Nous travaillerons aussi avec les collectivités locales pour un ensemble d'enjeux comme le savon, le gel hydroalcoolique, la présence de points d'eau de base. Quand ces conditions ne seront pas réunies, cela n'ouvrira pas. C'est évident que les conditions sanitaires sont fondamentales et que nous devons garantir les enjeux de santé aussi bien pour les personnels que pour les élèves. De même, il y aura une doctrine masque et une doctrine sur comment on teste qui sera articulée à ce que les autorités de santé auront dit pour l'ensemble de la société française. Et nous nous y préparons. Sur la classe de première, là ça revient au sujet de ce que nous avons dit pour le baccalauréat et pour le brevet. Donc le contrôle continu est la règle pour l'ensemble des matières. Nous avons, sauf pour l'oral de français. Pourquoi avons-nous maintenu l'oral de français après différentes concertations que nous avons faites? D'abord parce que c'était le domaine pour lequel il n'y a pas une référence de notes en contrôle continu. Les élèves n'ont pas de notes en contrôle continu d'oral, ils ont des notes d'écrit dans la très grande majorité des cas. Par ailleurs, nous avons voulu montrer que le but n'était pas de supprimer les épreuves terminales. Il y a d'ailleurs eu des critiques sur le fait d'aller vers trop de contrôle continu. Et donc, quand une épreuve pouvait être maintenue, elle était maintenue, c'est le cas de l'oral de français. Tout ceci se fera dès lors que les conditions sanitaires le permettent. Si les conditions sanitaires n'étaient pas réunies, nous basculerions en contrôle continu, mais pour l'instant, on peut accomplir les gestes barrières pour un examen de ce type et on peut le faire dans des salles sans troubler le fonctionnement de l'établissement. S'agissant des professeurs, ils seront au travail, soit dans l'école ou l'établissement, soit pour ceux qui ont une vulnérabilité de santé ou une personne vulnérable à la maison, ils resteront chez eux et pourront être en télétravail avec là aussi des modalités d'enseignement à distance qui seront précisées. L'été 2020, évidemment, va être très différent des étés précédents.
et que de toute façon, il y a un enjeu social qui existe, même indépendamment de la crise, qui est que il y a trop d'enfants qui ne bénéficient pas d'un droit aux vacances et qu'en plus, les vacances seront un peu particulières cette année. Donc, on a quelques grands principes en tête. D'abord, permettre à plus d'enfants de partir en colonie de vacances. Ensuite, que ces vacances puissent se passer dans un cadre régional, puisque ce sera difficile peut-être de se déplacer, parce qu'ensuite, il faudra là aussi des petits groupes, et que très souvent, il y a beaucoup de choses à découvrir dans sa propre région, sur le plan de la nature comme sur le plan de la culture. On renforcera le dispositif école ouverte, qui prendra une ampleur beaucoup plus grande que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des écoles et des établissements qui resteraient ouverts en juillet et août pour qu'il y ait des activités ludiques, sportives, culturelles dans ces lieux. Et puis, en troisième lieu, les colonies de vacances stricto sensu, c'est-à-dire des séjours longs, avec un label qui donc permettrait aux acteurs classiques habituels des colonies de vacances d'avoir à la fois des financements et une dynamique nouvelle, et en même temps d'élargir peut-être le champ des acteurs, parce qu'on a aussi dans le domaine du tourisme beaucoup d'acteurs qui auront envie de jouer le jeu